est en lien avec les efforts en adaptation davantage dans le monde municipal. Donc, on est bien heureux d'accueillir Charles-Éric Bernier de la Communauté métropolitaine de Québec, donc la CMQ. Charles-Éric, il est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec, titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire de l'Université Laval. À peu près une quinzaine d'années d'expérience dans des projets en lien avec l'environnement, l'aménagement du territoire, etc. Depuis 2020, il occupe le poste de directeur de l'environnement à la CNQ à Québec, où il assure la planification, l'organisation et la gestion de toutes sortes de projets, réduction d'émissions de gaz à effet de serre, adaptation, etc. Naturellement, quand on l'approchait, on a demandé de surdoser un petit peu le volet adaptation, mais probablement qu'il va nous parler plus large. Et le titre de sa présentation, c'est Réinventer demain avec sobriété, équité et résilience, la stratégie métropolitaine de transition climatique 2040. Donc, encore une fois, merci Charles-Éric d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Merci, M. Bourque, de l'invitation aussi. Puis, merci aussi aux gens qui sont à distance. Donc, comme vous le disiez, donc Charles-Éric Bernier, je suis directeur de l'environnement à la CM Québec. Donc, comme M. Bourque le disait, donc Charles-Éric Bernier, je suis directeur de l'environnement à la CM Québec. Merci à tous d'être présents ce matin. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter. Donc, je vous présenterai la stratégie métropolitaine de transition climatique, notamment. Je vous parlerai également de certains projets en fait en adaptation que nous avons eu au cours des dernières années, donc notamment une feuille de route là, en transition en résilience que nous avons adoptée l'année dernière. Je vous parle un petit peu aussi de notre plan d'adaptation. La présentation, en fait, là, va se dérouler, donc c'est à peu près une trentaine de minutes, donc on aura suffisamment de place pour les discussions par la suite. Donc, les objectifs aujourd'hui de la présentation, une mise en contexte pour peut-être bien comprendre là, où on en est aujourd'hui, puis surtout pourquoi on en est arrivé là, à discuter d'une stratégie, à discuter de feuilles de route également. Peut-être un petit topo, comme je le disais, sur le comité métropolitain sur la résilience territoriale. Et évidemment, la suite des choses en ce qui concerne l'adaptation, mais aussi de façon plus large, les changements climatiques. Aujourd'hui, les objectifs, en fait, de ma présentation, essentiellement, donc, je vais partager avec vous les fondements, les démarches de la CM Québec en matière de transition climatique, particulièrement pour l'adaptation. Ça remonte déjà quand même à plusieurs années, là, nos démarches, nos différents projets. Donc, je vous expliquerai un peu tout ça. Présenter le contenu de la stratégie métropolitaine. Donc, essentiellement, là, je vous présenterai les différents axes, les différentes actions, les différents objectifs aussi. Ils sont inclus. Également, là, je mettrai de l'avant l'avancement de la gouvernance territoriale aussi en matière de transition climatique, puis peut-être qu'est-ce qui nous attend aussi dans les prochains mois, les prochaines années en la matière. Mise en contexte, en fait, il faut remonter quand même. On avait eu quelques projets dans les années 2010, au début des années 2010, mais là où ça a vraiment débuté, c'est en 2019. Le Conseil de la CM Québec, en fait, a adopté une déclaration d'urgence climatique. Il y a plusieurs municipalités, plusieurs organisations municipales là, au Québec qui en avaient fait de même à cette époque-là. Donc, ça va vraiment à partir de ce moment-là que je dirais les démarches, les projets en adaptation, mais aussi en résilience, ont débuté à la CM Québec. Entre 2001 et 2024, on a mené différents projets d'acquisition des connaissances. 2 projets particulièrement, donc avec des collaborations avec le ministère des Affaires municipales. Donc, le premier qui est, vous les voyez à l'écran, là, dans la deuxième boîte, là, PIAC, on a mis l'acronyme, là, mais c'est essentiellement un projet, dans le fond, pour la vulnérabilité face au changement climatique, donc en support aux municipalités. Donc, l'objectif était essentiellement là, d'aller chercher des données, faire de l'acquisition de connaissances sur ce qui nous attendait dans les prochaines années, finalement, puis de voir quels seraient les impacts. J'y reviendrai dans une diapo un petit peu plus loin. Et le deuxième projet, le PMVD, donc Planification pour les milieux de vie durables. L'idée était de, faire un bilan de GS dans la région, mais également de développer en lien avec ce bilan-là un outil de planification utile aux municipalités, là, en fait, pour développer des nouveaux quartiers, par exemple, donc d'être capable de mesurer quel est l'effet, finalement, en termes de GS, finalement, pour ces nouveaux quartiers-là. Donc, on a mené ces 2 projets-là avec succès. Ils se sont conclus en 2024. Par la suite, on a eu, encore une fois, une adoption au Conseil de la CM Québec là, d'un plan d'adaptation au changement climatique. L'idée était que
on avait quand même besoin d'un petit temps de réflexion là, pour nous amener un petit peu plus loin. Donc, de se projeter dans un horizon de temps assez lointain, ça demande quand même un certain temps de réflexion. Mais ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est bien, il faut quand même se mettre en action aussi. On a acquis des connaissances. Là, comment est-ce qu'on fait pour, en matière d'adaptation notamment, là, être davantage proactif? Donc, c'est à ce moment-là qu'on est venu adopter un plan d'adaptation. Il y a 12 mesures aussi. Vous pouvez y avoir accès. Ce sont des documents aussi qui sont disponibles sur notre site web. Donc, de s'attaquer finalement à différents éléments de l'adaptation, entre autres aussi, mais de commencer vraiment à réfléchir à une stratégie métropolitaine de transition climatique. Ensuite, 2024-2025, on continue notre travail. On forme un comité de travail sur la résilience territoriale. On élabore une feuille de route, un plan de travail aussi, donc quelque chose d'assez détaillé. J'y reviendrai dans la deuxième partie de ma présentation sur ce sujet-là. Et finalement, 2025, c'est un peu l'objet aussi de la présentation aujourd'hui. Donc, le Conseil de la CN Québec a adopté une stratégie métropolitaine de transition climatique 2040. Donc, où est-ce qu'on se voit à l'horizon 2040 dans la région? Qu'est-ce qu'on veut atteindre finalement? C'est quoi les résultats qu'on veut atteindre en matière de mobilité, en matière de milieu de vie? Je vous présenterai un peu le contenu de ces résultats-là. Donc, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Puis là, le défi, ça va être une fois qu'on a défini quel but on voulait atteindre, quel résultat on voulait atteindre dans 15 ans, bien, le chemin pour y arriver, là, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler dans les prochaines années. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à destination en atteignant tous nos objectifs? Je le disais d'entrée de jeu, il y a eu une accélération des projets puis de l'acquisition de connaissances au cours des années, mais c'est vraiment basé sur des éléments assez factuels, donc les risques et les impacts climatiques à l'échelle métropolitaine qui ont amené, je dirais, une grande prise de conscience à l'égard justement des changements climatiques. Donc, au fil des années, on a travaillé quand même beaucoup sur les aléas côtiers fluviaux. Donc, tout ce qui est les questions d'érosion, de submersion, évidemment, d'inondation aussi. C'est assez régional, mais bon, c'est une dimension aussi qui est assez québécoise dans ce contexte-là. On a travaillé au niveau des emblocs également. Différents aléas aussi au niveau des vagues de chaleur, de la sécheresse, donc du travail sur les îlots de chaleur, les incendies de végétation aussi, on pourra en discuter éventuellement, mais on fait un travail aussi à ce niveau-là, un travail de recherche avec certains partenaires. On a travaillé sur aussi les éléments en lien avec les pénuries d'eau. Au niveau des phénomènes climatiques extrêmes, fortes pluies, tempêtes, vents violents, redoux hivernaux, ce sont des éléments qui sont apparus dans l'étude qu'on a publiée, là, en fait, et qu'on a fait en collaboration avec la firme AECOM sur justement qu'est-ce qui nous attendait dans les prochaines années, autant au niveau des phénomènes climatiques, mais aussi au niveau des températures, finalement. Donc, un horizon qu'on se voulait quand même projeter sur les 50, 60 prochaines années. Donc, c'est un peu aussi l'idée derrière. On prend acte finalement de ce qui va arriver dans la région, puis on met en place une planification stratégique, des partenariats aussi, des collaborations avec d'autres organisations, là, justement, pour s'assurer de s'adapter finalement à ces éléments-là qui sont annoncés. Mais on a également aussi déjà mesuré certains impacts au niveau de l'agriculture, des infrastructures, des milieux naturels, la sécurité des personnes. Bref, ça nous a quand même permis aussi d'aller plus loin sur quels étaient finalement ces éléments-là qui risqueraient d'être impactés, mais aussi quelles étaient nos capacités d'adaptation au niveau municipal, essentiellement dans la région. Donc, est-ce qu'une municipalité ou une MRC, par exemple, est suffisamment bien adaptée à ce qui va se présenter dans l'avenir? Donc, c'est un peu le travail aussi qu'on a fait en collaboration avec nos organisations municipales. Au fil du temps aussi, on a progressé vers de l'acquisition de connaissances. Forcément, cette acquisition de connaissances-là, c'est transposé, je dirais, dans plusieurs planifications stratégiques. On pense entre autres à tout ce qui est vision de l'eau. On avait un plan d'action qui s'étale sur 5 ou 10, en fait, jusqu'en 2030, là, précisément. Une vision de la mobilité. On a des outils de planification de milieu de vie durable. On a une stratégie d'économie circulaire. Bref, vous les voyez à l'écran. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ce sont des éléments qui intègrent dans plusieurs dimensions certains éléments en lien avec justement l'adaptation. Donc, on le prend à différents niveaux sur différents thèmes, donc activités agricoles. Il y a tout le contexte actuellement aussi au niveau des plans climat. C'est un peu dans ce contexte-là aussi que la stratégie qui a été adoptée vient s'inscrire aussi. C'est de dire, voici la direction globale qu'on se prend. Maintenant, comment est-ce qu'on fait chacun dans nos organisations
dans les organisations municipales et non municipales font pour finalement atteindre ce but ultime-là, finalement, ces résultats à atteindre-là qui sont présentés dans la stratégie. La stratégie, à proprement dit, en fait, stratégie de transition climatique métropolitaine, vous avez vu le titre également. Ben, on peut se poser la question, j'en ai déjà parlé, mais pourquoi formellement faire une stratégie de transition climatique? La question se pose, puis c'est un peu toujours ce qui est à la base de nos réflexions aussi avant d'entreprendre une planification stratégique. Le premier élément, c'était vraiment d'obtenir des engagements métropolitains pour la transition climatique. On vient de parcourir dans les dernières années la révision de notre plan métropolitain d'aménagement et de développement. C'était au cœur de cette révision-là aussi l'adaptation et les changements climatiques. Donc, on voulait à quelque part aussi cristalliser ça dans les prochaines années, puis s'assurer qu'on puisse continuer à accroître nos efforts finalement en termes d'adaptation. Donc, c'était l'idée derrière une stratégie aussi de solliciter finalement des engagements à cet égard-là. On voulait aussi clarifier l'état à atteindre pour la trajectoire de transition climatique. Donc, où est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Là, des fois, on a une vision, mais l'idée, c'était d'avoir une vision claire de exactement où est-ce qu'on peut intervenir, puis sur quoi il faut le faire. Comme je vous disais, le chemin reste à parcourir quand même, là, exactement par quelle voie on va passer, quelle rue on va prendre pour atteindre notre destination, mais quand même, on a la destination finale. On voulait quand même aussi comprendre, partager les étapes clés pour y parvenir collectivement. L'aspect collectif est vraiment très important pour nous parce qu'il y a une multitude de partenaires avec qui on collabore, avec qui c'est un effort collectif, justement, la transition. Donc, l'idée, c'était de mobiliser aussi vers l'action, de se mettre en mouvement finalement, ou je dirais même d'accroître finalement notre mouvement envers cette transition-là. Et l'idée était aussi de prioriser certains leviers qui étaient plus porteurs d'impact dans notre région pour justement atteindre cet état souhaité-là dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on l'a abordé essentiellement? Donc, on a beaucoup de planification, vous l'avez noté, puis on parlait un petit peu de changement climatique à travers ces différentes planifications-là. Donc, on avait déjà quand même, depuis quelques années, beaucoup de matériel finalement en matière d'adaptation notamment, mais aussi de résilience. L'idée était donc de se dire, bon, mais comment est-ce qu'à travers des thèmes globaux, on pouvait se doter de certains résultats à atteindre. Le travail qu'on a fait nous a mené à identifier 8 thèmes précisément pour lesquels on a un champ d'action assez précis. Et l'idée était de faire des démarches concertées. C'est beaucoup de cette façon-là qu'on travaille à la CN Québec quand on veut faire des démarches qui nécessitent la mobilisation d'un ensemble de partenaires sur des thèmes qui sont quand même plutôt larges. Donc, l'idée était d'avoir des démarches de concertation. On en avait fait plusieurs dans les années. Donc, l'idée aussi, c'était pas non plus de refaire la roue parce qu'on avait déjà beaucoup de matériel. Donc, ces démarches-là, ultimement, nous ont servi à agglomérer, je dirais, plusieurs des éléments qui ont été mentionnés durant les dernières années aussi, mais quand même de travailler avec le milieu très près municipal, notamment aussi, de façon à ce qu'il y ait une forte mobilisation et une forte adhésion, parce qu'actuellement, le milieu municipal dans notre région, mais pour l'ensemble du Québec, sont aussi en train de travailler sur les plans climat. Donc, c'était primordial qu'il y ait cet arrimage-là aussi avec les démarches qui sont actuellement en cours. Vous avez devant les yeux puis l'ensemble de la documentation aussi se trouve sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller visiter tout ça aussi, peut-être prendre le temps de lire un peu tout ça. Je ne vais pas lire, là, dans le fond, la vision, mais l'idée derrière, en fait, cette vision-là, c'était d'avoir quelque chose d'assez audacieux, d'assez mobilisant aussi pour que tout le monde se sente interpellé. Autant nos partenaires plutôt municipaux que non municipaux, les organismes du milieu. Donc, l'idée, c'était vraiment de se bâtir finalement une capacité commune à s'engager collectivement vers la transition, d'être capable de relever les défis auxquels on va faire face. Puis, essentiellement aussi, l'idée, c'est quand même de s'assurer d'avoir un avenir périn et juste d'une utilisation de nos ressources. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière cet état d'esprit-là à atteindre. Donc, vous l'avez là à l'écran, mais comme je vous disais, l'ensemble de ces informations-là sont disponibles sur notre site web. 3 axes, dans le fond, à l'intérieur de cette stratégie-là. Le premier axe, sobriété, évidemment.
le fait de combler nos besoins, d'assurer la santé, le bien-être finalement de la population, optimiser l'utilisation des ressources, c'était quelque chose qui était quand même assez central dans nos réflexions. Le deuxième axe, c'est l'équité. Donc, mettre de l'avant l'intérêt, le bien-être collectif, partager les ressources entre les contributions aussi des communautés, des partenaires, d'avoir quelque chose qui était aussi au service de tous, finalement. Puis évidemment, la résilience. Donc, comment est-ce que nos communautés peuvent se préparer, réagir, s'adapter favorablement aux impacts des changements climatiques? C'était quelque chose qui était quand même majeur aussi à travers notre parcours. 8 thèmes, en fait, je le disais un petit peu plus tôt, donc on pourra les passer un par un, puis on les mentionne là, ça va devenir un petit peu plus concret aussi quand on va les présenter, mais essentiellement, au niveau de la sobriété, on parle des milieux de vie complets, des milieux de vie sobres en carbone. Évidemment, s'appuyer sur la mobilité durable comme second thème. La consommation responsable, la consommation circulaire aussi, donc la réduction à la source, le fait, c'est quand même un élément majeur aussi, la façon dont on a de consommer aussi aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si on veut adapter notre territoire, mais ça passe aussi par les efforts individuels aussi, autant de la population, mais aussi de tous et chacun, même dans nos entreprises, dans nos organisations. L'équité territoriale, il y a un effort majeur à faire pour se mobiliser tous ensemble pour des choix collectifs et participer aussi. Tout le monde doit participer équitablement à la transition climatique. Puis en matière de résilience, on a 3 éléments. Donc, au niveau de la diminution de la vulnérabilité des aléas, on veut dynamiser notre système alimentaire. Donc, on veut nourrir tout le monde. On veut avoir des circuits courts. On veut manger localement aussi. Donc, c'est clair que pour accroître notre durabilité, c'est un élément central dans le système alimentaire territorial. Et on veut également, au niveau des services écosystémiques, c'est quand même un enjeu majeur aussi. On a un potentiel assez incroyable dans notre région. Donc, quelle valeur on peut accorder à ces services écosystèmes-là, de comprendre qu'est-ce qu'ils apportent, donc de les maintenir, de les restaurer, c'est un enjeu aussi quand même assez majeur dans notre région. Dans les différents thèmes, donc le premier, je le disais, aménager des milieux de vie complets sûrement en carbone. Le résultat qu'on veut atteindre, vous allez en voir, c'est tout le temps divisé un petit peu de la même façon. Donc, vous avez le thème, vous avez 1 ou 2 résultats à atteindre là, pour chacun des éléments avec des thèmes qui sont présentés. Puis, on a mis aussi des exemples d'actions pour concrètement comment tout ça va se traduire. Pour l'instant, ce sont seulement des exemples parce que, comme je le disais, le chemin exact pour arriver à ce résultat-là n'est pas encore tout à fait déterminé. C'est quelque chose qu'il faudra faire dans la prochaine année et demie ou les prochains mois pour justement élaborer une feuille de route finalement pour atteindre ces différents résultats-là. Mais chose certaine, c'est que ce qu'on veut, c'est que chaque personne puisse vivre dans un milieu de vie complet, sobre en carbone, résilient. C'est là que la majorité de la population vit désormais en 2040. J'en parlais un petit peu tantôt. On a le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui vient aussi donner certaines balises en ce qui a trait à ces milieux de vie-là, donc en termes de densité, par exemple, ou en termes de requalification. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on veut se diriger. Mais également, le deuxième résultat, c'est que les espaces non développés sont préservés grâce à la valorisation de l'ensemble des espaces déjà urbanisés. Donc, on fait de la requalification, construire la ville sur la ville. Ce sont des exemples, là, dans le fond, qui nous permettraient d'arriver à ces résultats-là. Puis des exemples concrètement d'actions, on parle de requalification de friches urbaines. On a un énorme potentiel dans la région en matière de friches urbaines, donc de s'assurer de les requalifier, de bonifier le verdissement aussi à travers les quartiers existants, d'améliorer finalement la canopée et de favoriser aussi évidemment les commerces de proximité aussi pour s'assurer qu'on a des milieux de vie complets, que les commerces sont accessibles aussi, puis qu'on peut forcément aussi y avoir accès aussi de façon juste et équitable. Suite de ça, le deuxième thème, la mobilité durable, évidemment aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut augmenter la part du port modal, du transport durable, grâce au transport collectif, le rendre accessible, le rendre performant, le rendre attrayant aussi, fait partie des résultats à atteindre. Évidemment, on veut diminuer nos émissions de GS
par personne. Comme je disais, on a déjà fait un bilan aussi il y a de ça quelques années aussi. Donc, on sait quand même où sont les possibilités de diminution aussi. Mais c'est clair que, par exemple, de développer un réseau structurant de transport collectif, d'encourager l'électrification des flottes municipales de services de transport, d'intégrer ou de considérer les GS dans la planification des projets routiers, ça fait partie aussi d'exemples d'actions qu'on pourrait mettre de l'avant et qui nous permettraient d'atteindre ces résultats-là. La consommation responsable et circulaire, c'est sûr qu'il faut faire pour arriver à réaliser la vision finalement, nos choix de consommation, nos choix de production doivent être sobre, circulaires. Ce qu'on veut, c'est diminuer nos matières éliminées. Actuellement, on fait déjà quand même bien dans le sens où dans les 10 dernières années, on a observé quand même des diminutions d'environ 25% des matières qui vont à l'élimination directement. Ceci dit, les objectifs dans les 10 ou 15 prochaines années peuvent être ambitieux aussi, là, dans le sens où on est à peu près à 650 kg par personne. On veut se diriger vers quelque chose comme en dessous de 500 kg par habitant. Donc, il y a quand même aussi des actions qu'il va falloir mettre en place pour s'assurer de réduire à la source aussi, mais d'optimiser aussi nos différents débouchés pour les différentes matières. Et on veut également optimiser nos ressources énergétiques pour diminuer finalement les GES qui sont émis au total et aussi par habitant. Des exemples d'action, il y a des ateliers actuellement de réparation, les ressourceries aussi. Donc, ça favorise la réutilisation des produits dans des optiques d'économie circulaire notamment, offrir un soutien technique et financier à différentes entreprises. Les entreprises font déjà certains efforts, mais comment est-ce qu'on fait pour les soutenir dans une optique d'économie circulaire? Il y a un gros défi de ce côté-là. Et on pourrait, par exemple, penser à des règlements qui obligeraient finalement les événements publics à intégrer des pratiques de zéro déchet. Il y en a déjà certains qui le font. Est-ce que ce sont la majorité? Non. Mais donc, il y a un effort supplémentaire aussi à faire en ce sens-là. La mobilisation collective, donc ce qu'on voudrait, c'est qu'en 2040, la population adhère fortement aux mesures collectives de transition climatique. Les municipalités, les entreprises, les organismes, tout le monde offre le soutien nécessaire là, pour mettre des actions profitables. Comment est-ce que ça peut se traduire? Mais c'est sûr que de valoriser publiquement les initiatives, c'est un exemple d'action assez intéressant. Déployer des programmes de formation dans les écoles aussi, parce que les changements qui s'opèrent dans les écoles, souvent, la population, les jeunes, en fait, à l'école, sont capables de ramener ces éléments-là à la maison aussi, puis d'induire finalement des changements de comportement. D'accompagner les municipalités aussi dans l'intégration du climat dans leurs décisions et dans leurs règlements. Il y a un fardeau quand même assez important pour les municipalités actuellement à cet égard-là, à plusieurs égards en fait, là, mais comment est-ce qu'on fait pour en faire un élément assez inspirant, collectif, mobilisant, et il y a tout un défi de ce côté-là. La participation équitable au niveau du thème 5, donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des acteurs participent à la transition climatique. Donc, comme on l'a dit, on l'a répété, mais c'est un effort collectif aussi qu'il faut entreprendre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde s'implique à cet égard-là? Donc, des exemples d'action, offrir du soutien technique, financier aux différents groupes communautaires aussi pour qu'ils supportent leurs différents projets. Et prioriser les investissements climatiques dans des milieux vulnérables, c'est aussi une piste d'action qu'il faudra sérieusement étudier de façon à ce qu'on puisse vraiment toucher à l'ensemble des milieux ou des organisations sur notre territoire. La vulnérabilité aux aléas, donc l'idée, c'est qu'il faut la diminuer. Donc, en 2030, il y a une petite spécificité par rapport à celui-là. On a déjà quand même beaucoup de connaissances, donc le résultat à atteindre est un peu plus rapproché. Mais les connaissances en aménagement du territoire pour considérer les risques climatiques sont disponibles à ce jour pour l'ensemble du territoire. L'idée, c'est de les mettre finalement disponibles pour que toutes les organisations puissent en prendre connaissance puis poser des gestes en la matière. Ça pourrait, par exemple, se traduire par la création d'un portail régional de données climatiques et de vulnérabilité. Actuellement, les données, elles sont disponibles. J'en parlais un petit peu plus tôt et l'ensemble des données et des études sont disponibles, mais comme les comprendre aussi, puis prendre des informations, puis après ça, les traduire dans des projets concrets spécifiques. Des fois, c'est peut-être là où il y a un petit peu le défi. Donc, bref, c'est le genre d'action qu'on pourrait poser.
Et l'objectif ou le résultat plutôt, c'est que les risques climatiques sont atténués par la planification des milieux de vie et qui contribuent à réduire la vulnérabilité des populations de l'environnement. Donc, en créant des milieux de vie forcément complets aussi, on vient un peu atténuer ces risques climatiques-là. Le système alimentaire territorial, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais l'idée, c'est que le dynamisme de notre région, l'adaptation de notre territoire, des activités agricoles, ça rend possible une offre alimentaire diversifiée, accessible, puis de façon de proximité aussi pour l'ensemble de la population. Le soutien aux circuits courts, les campagnes citoyennes. On a actuellement on vient en fait de lancer une stratégie sur les activités agricoles agroalimentaires qui va s'échelonner jusqu'en 2034. Donc, c'est certain qu'à travers la gouvernance, à travers des programmes de soutien au milieu agricole aussi, des programmes de soutien à la relève, bref, on vient donner davantage d'importance à notre système alimentaire et puis on rend accessibles ces aliments-là aussi à travers comme je disais, des circuits courts aussi, mais de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès aussi, puis que ça soit aussi périn dans le temps. Le dernier terme, mais non le moins, les services écosystémiques, on veut que les services rendus par la nature soient accrus, on veut préserver, on veut conserver, on veut restaurer nos milieux naturels aussi, parce qu'il y a de nombreux non seulement il y a de nombreux bienfaits à préserver et à les conserver aussi, mais au niveau de la biodiversité, au niveau des services rendus, par exemple, au niveau des inondations, il y a quand même une multitude de bienfaits qui sont démontrés à cet égard-là. Donc, on a quand même la volonté à l'échelle du territoire de la Seine-Québec d'en conserver une large de part, soit 40 ce qui est quand même un effort assez considérable d'ici 2040, sachant qu'actuellement, les milieux qui sont conservés avec un statut légal de protection, on est à peu près à 12 ou 13 là. Donc, l'effort, là, vous le voyez, de 12 à 40 dans les 15 prochaines années, c'est quand même majeur. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, des exemples d'action, donc Institut des corridors écologiques interconnectés, créer un fonds pour préserver puis restaurer certains milieux naturels stratégiques aussi, c'est quelque chose dont on discute depuis plusieurs années, en fait. Donc, il y aurait clairement un intérêt aussi à aller dans ce sens-là de façon à ce qu'on puisse atteindre le résultat. Donc, ça conclut la portion pour les thèmes aussi, puis le contenu au niveau des exemples d'action. Comme je disais, les exemples d'action, ce sont des choses qu'on viendra préciser davantage dans la feuille de route qu'on souhaite entreprendre dans les prochains mois. Je viens de le dire, mais essentiellement, c'est un peu ça. Dans les co-construire, vous allez voir probablement souvent, mais l'idée aussi, c'est qu'on travaille beaucoup en partenariat aussi, donc identifier le parcours nécessaire, donc permettre l'émergence de nouveaux projets. Puis on veut rallier les efforts de la transition climatique des différents territoires, puis favoriser la collaboration aussi, puis la mobilisation. Il y a déjà actuellement, par exemple, des communautés de pratique sur notre territoire aussi. Les organisations responsables des plans climat, mais aussi toute autre organisation. On travaille beaucoup quand même avec ces organisations-là parce que c'est inévitable, c'est bénéfique aussi pour la mobilisation puis l'adhésion finalement aux résultats qu'on souhaite atteindre. Donc, c'est un peu l'objectif dans les prochains mois de travailler sur cette feuille de route-là. On a différents appuis aussi dans lesquels on travaille avec la stratégie, la feuille de route, l'adaptation. Donc, on travaille avec les organismes chemin de transition. On travaille avec Communagir aussi. On souhaite travailler aussi pour cibler davantage les efforts à mettre en termes de projets et de GES. Donc, on travaillera en ce sens-là aussi avec des mandats peut-être un peu plus précis à ce niveau-là dans les prochains mois, les prochaines années. Ça conclut la portion sur la stratégie. Le deuxième sujet, en fait, dont je souhaitais vous entretenir, c'est au niveau du comité métropolitain sur la résilience territoriale. On observe des enjeux quand même de résilience depuis vraiment les dernières années, je veux dire. Donc, il y a une augmentation forcément de la fréquence, de leur ampleur, des différents événements météorologiques aussi. Là, vous en avez des images
à l'écran. Donc, c'est certain qu'il y a une certaine complexité du thème qui est traité. Il y a un aspect transfrontalier aussi des événements. Donc, les événements ne s'arrêtent pas à la frontière municipale ou de certaines organisations tout autant que leur impact. Il y a des actions qui se posent aussi entre les différents territoires. L'idée était que, bon, est-ce que c'est possible d'optimiser finalement de façon à éviter les doublons d'action puis d'augmenter notre impact collectif? Est-ce qu'il y a aussi un effort à faire au niveau des efforts de diversifier les savoirs, les connaissances, l'expertise, de façon à ce qu'on puisse renforcer équitablement la résilience? Donc, en lien avec l'ensemble de ces enjeux-là, ce qui est ressorti durant les dernières années, c'est la nécessité d'imaginer une approche de gouvernance qui était davantage, je dirais, collaborative. C'est de cette façon-là, en fait, là, que le comité métropolitain sur la résilience a été créé. Donc, l'idée était de mettre en place une structure, vraiment, vous la voyez à l'écran aussi, de façon à ce qu'on puisse renforcer la résilience. Elle est composée, cette structure-là, à l'heure actuelle, de personnes des différentes organisations, donc la MRC de la Jacques-Cartier, Ville de Lévis, de la Côte-de-Beaupré, l'agglomération de Québec, la MRC de l'Île-d'Orléans, mais aussi des gens de la CM Québec aussi. Et donc, l'objectif était de mettre en place une structure permanente de collaboration, puis d'intégrer de façon, je dirais, assez innovante, immobilisante, des gens de l'aménagement du territoire, mais aussi de la sécurité civile. Donc, deux expertises centrales qui sont au centre, finalement, de cette résilience-là ou du renforcement de cette résilience-là. Donc, l'objectif était de mettre ça en place. Une fois que ça a été fait, ce comité-là a élaboré une feuille de route, donc un chemin aussi qui constitue en quelque sorte une boussole pour les prochaines années. L'idée, ce n'est pas d'entrer dans le détail de cette feuille de route-là. Je pense que l'idée, c'est que vous sachiez qu'elle existe. Vous avez d'ailleurs au bas de l'écran, sur votre droite, un code QR qui vous permet d'accéder directement à cette feuille de route-là. Cette feuille de route-là est disponible aussi sur notre site Web. Mais essentiellement, l'idée, c'était de se doter d'une vision commune et concertée autour de 4 principes. Donc, collaboration, c'est central là, dans l'organisation de ce genre de ce partage d'expertise-là aussi, l'acquisition de connaissances, la prévention des risques et la préparation de différents sinistres. Ça se veut être, cette feuille de route-là, un outil qui est quand même assez pratique, qui se veut évolutif, puis de façon à ce que les travaux du comité, finalement, puissent être orientés dans un objectif de contribuer au renforcement de la résilience du territoire. Quels aléas, finalement, bon, il y en a beaucoup, mais quels étaient les aléas prioritaires du comité? Donc, vous les avez à l'écran aussi. On parlait d'inondations fluviales, d'incendies de végétation, inondations pluviales et vagues de chaleur et érosion et submersion côtière aussi. Il y a plusieurs projets qui sont en cours actuellement à la CM Québec sur ces différents thèmes-là, donc les projets de cartographie de zones inondables, les projets en lien avec les incendies de végétation, aussi de définir un peu quels étaient les aléas en lien avec ça dans notre région aussi. On parle beaucoup d'érosion puis de submersion aussi. La table de concertation régionale sur le Saint-Laurent travaille sur ces aspects-là depuis, mon Dieu, plus de 10 ans certainement, mais on sent que depuis les dernières années, il y a quand même aussi une accélération. Puis c'est certain que la feuille de route puis la mise en place de ce comité-là ont aussi permis de dédier des ressources qui travaillent aussi à temps plein. Puis dans notre cas, au niveau de l'organisation aussi, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont consacrés à ces éléments-là de par la création d'une équipe, notamment de gestion de risques et de résilience là, qui est pilotée par ma collègue Marie-Ève Larouche. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis sur ces éléments-là depuis, je dirais, peut-être 3 ou 4 dernières années de façon plus intense. Et l'idée derrière tout ça, toujours, c'est de produire des connaissances qui peuvent guider la prise de décision des élus du territoire aussi, notamment en aménagement du territoire, mais aussi sur d'autres thèmes. Quelle est la suite? Certaines grandes étapes aussi. Là, on aurait pu nommer, disons, plusieurs
plusieurs éléments, mais essentiellement la feuille de route. Là, on vous a présenté les résultats à atteindre. Maintenant, comme concrètement, quel est le chemin qu'on prend pour y arriver. C'est un peu là aussi le défi qu'on a aussi, ça va être de bien aussi s'assurer que les objectifs, là, vous les avez vus, actuellement, ce ne sont pas des objectifs chiffrés, ce sont des objectifs plutôt, disons, je dirais qualitatifs. Il y aura un défi aussi de s'assurer d'avoir des objectifs précis qu'on pourra mesurer, qu'on pourra suivre dans le temps aussi. Mais l'idée, c'était de se doter d'un chemin où ça va être en fait de se doter d'un chemin pour y arriver. Les travaux du comité et de la feuille de route, évidemment, se poursuivent. Et de différents projets aussi qu'on pourra déployer dans les prochains mois. Évidemment, toujours poursuivre avec la mise en place de solutions climatiques, puis mettre à profit surtout les forces du milieu. C'est vraiment important pour nous de collaborer avec l'ensemble des partenaires aussi. On est vraiment à l'écoute, ouvert aussi. Puis, si vous avez des choses à nous communiquer ou si vous souhaitez parler ou discuter de certains de ces projets-là ou de ces thèmes-là ou de ces planifications stratégiques-là, ben, on sera toujours disponible pour le faire. Nos courriels, on est toujours bien accessible. Aussi, on a une équipe, j'en ai pas parlé explicitement, mais bon, j'ai parlé de ma collègue Marie-Ève aussi, mais on a aussi, j'ai ma collègue Mylène Savard qui s'occupe vraiment plus du dossier de la stratégie climatique. Donc, si vous avez des informations à nous partager ou si vous souhaitez simplement avoir une discussion avec ces personnes-là, elles sont tout à fait disponibles et tout à fait ouvertes à y contribuer. Donc, voilà, ça fait, je dirais, le tour, un tour rapide. Là, j'aurais pu plaisanter beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui me sont venues en tête même en parlant, mais dans le temps qui nous est imparti, là, je pense que ça fait peut-être un premier tour, disons. Peut-être qu'on pourra en faire un second tour, disons, dans un autre événement. Merci beaucoup, Charles-Éric. Et oui, merci de m'avoir rappelé aussi qu'on ne disait plus CMQ, mais on disait CM Québec. Donc, je comprends que... On n'en tient pas rigueur. C'est sûr que ben là, c'est un webinaire qui est ouvert à tous, là, mais c'est sûr que pour Uranos, on est clairement toujours intéressé de savoir quel est le lien entre les besoins de recherche, les besoins de science et les applications concrètes. Je constate quand même que depuis 5 ans, c'est assez incroyable ce que le CM Québec a fait comme évolution en matière d'adaptation, ne serait-ce que aussi en matière de s'organiser et se structurer pour avoir une approche assez complète. Il y a une série de questions qu'il faut que je lise en même temps que je te parle. Je vais peut-être débuter, je vais prendre la stratégie de t'en poser une pour me donner du temps à lire les questions. OK. Ma question, ça serait, parce que tu as mentionné plusieurs indicateurs, je serais intrigué de savoir, je ne sais pas si tu en sais un peu plus sur comment on fait pour mesurer la réduction de vulnérabilité ou comment on fait pour mesurer l'accroissement des services rendus par les écosystèmes, parce que vous avez ça comme indicateur, mais je sais que c'est un assez gros défi que de mesurer concrètement, surtout que vous dépensez des fonds de façon croissante, il y a de plus en plus de reddition de comptes. Donc, comment vous allez faire pour mesurer le progrès dans ces domaines-là et vos indicateurs? Oui, c'est une bonne question, mais je prendrai l'exemple des services écosystémiques. C'est peut-être un domaine que je connais davantage, mais on a travaillé, on a une étude qui a été faite en 2018 pour, dans le fond, l'évaluation des services rendus par les services écosystémiques sur notre territoire de façon assez large pour un ensemble de services, dans le fond, en soutien à la biodiversité notamment, je disais, réduction des inondations. Fait qu'on a une valeur totale qui a été, par exemple, évaluée. Et on a un projet en ce moment qui vise, je dirais, à mettre à jour cette information-là, mais aussi d'aller de façon plus précise sur les différents services écosystémiques. Donc, l'étude de 2018, essentiellement, donnait une valeur globale. On serait quand même en mesure, en fait, on pense qu'on serait en mesure, avec l'acquisition de connaissances aussi, davantage. Il y a toute une méthodologie scientifique qui nous permettrait d'aller plus loin là-dedans, là, mais on pense qu'on serait capable d'aller évaluer la valorisation, finalement, des différents milieux pour certains services, pas l'ensemble des services, parce que c'est quand même un petit travail. Fait qu'on serait capable de
l'idée, ce serait d'être capable de se mesurer finalement entre notre point de référence et notre point à quelque part actuel, qui sera peut-être un point bonifié, mais on serait probablement capable de mesurer cet élément-là. Mais il reste que la stratégie actuellement, comment elle était présentée, c'était plus, comme je le dis, des résultats à atteindre, qui va y avoir tout un travail, je pense, dans la prochaine année, une demi ou deux, de se définir des bons indicateurs pour arriver à chiffrer finalement et d'être capable aussi de se réajuster au fur et à mesure que notre stratégie, puis notre feuille de route, puis nos différents éléments se poursuivent. J'aurais pu aller aussi peut-être un petit peu plus loin sur les différents projets qu'on mène aussi ou qu'on mènera dans les prochains mois aussi sur justement les inondations en milieu davantage urbain aussi qui vont nous permettre d'aller chercher davantage de données. Fait que nos différents projets aussi qu'on mène actuellement sont toujours basés sur une cueillette de données puis un aspect scientifique quand même assez important. Parfait, merci. Il y a plusieurs questions, puis je vais peut-être en poser deux à la fois pour que tu puisses peut-être combiner la réponse. Là. Puis en passant en salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Mais donc, il y a une question qui. En fait, il y a une question qui parle. Est-ce que vous avez travaillé avec les liens, à faire des liens avec, par exemple, le plan de développement social de la Ville de Québec, où il y a certains des principes d'équité aussi qui sont aussi mentionnés. Puis l'autre question, c'est en lien avec, dans le cadre de la réalisation ou le développement des feuilles de route, est-ce que vous avez pu descendre à l'échelle un petit peu plus spécifique pour certaines populations vulnérables, par exemple, comme les personnes handicapées, etc.? Donc, est-ce que vous êtes allé dans ce niveau de détail-là ou est-ce que vous êtes en train de le faire ou est-ce que c'est la Ville qui va davantage le faire que CM Québec? Je ne sais pas si vous pourrez peut-être un peu élaborer là-dessus. Oui, ben peut-être pour la première partie de la réponse, dans le fond, la réponse évidemment est oui. J'en ai parlé comme rapidement, mais on a actuellement une communauté de pratique à l'échelle de la région sur les plans climat. Donc, les responsables de ceux qui doivent élaborer ces plans climat-là sont autour de la table et échangent sur les défis qu'ils vivent, sur les éléments qu'ils souhaiteraient voir aussi apparaître. Là. Donc, quand on est arrivé avec la proposition de stratégie, puis l'agglomération finalement de nos différents thèmes, je vais dire ça comme ça. Il y a un travail qui se fait pour valider si c'est vraiment en lien finalement avec leurs intentions puis avec ce qu'eux vivent sur leur territoire aussi, parce qu'on veut que ça soit complémentaire. Donc, et forcément, avec leurs intentions, par exemple, en matière de développement social, c'est des choses dont on discute. Peut-être aussi ajouter qu'à avec l'équipe de la CM Québec, on a quand même une équipe pluridisciplinaire aussi qui œuvre en développement social de façon assez large. On a une équipe de 5 personnes, dans le fond, qui œuvrent à différents chantiers dans la région en développement social. Donc, on fait le lien aussi avec les réalités qu'eux vivent parce que ce sont vraiment eux les mieux placés. Là. Donc, on travaille avec les Alliances pour la solidarité notamment aussi parce qu'on a des gens qui s'affairent à ce dossier-là. Donc, il y a des liens qui se font vraiment très étroitement avec cette dimension-là du développement social. Donc, ça, c'est la première partie. Pour la seconde partie de la question, bien, actuellement, on y a réfléchi, mais on n'a pas précisément d'éléments en lien avec ce dont tu faisais mention sur l'aspect des feuilles de route et des éléments précis. C'est des éléments, je pense, qui vont venir se définir, en tout cas pour la feuille de route proprement dit, en lien avec la transition climatique, c'est des éléments qu'on va être capable de définir dans la prochaine, je dirais la prochaine année et demie. Donc, en fait, qu'on souhaite développer. Mais la façon de travailler pour nous, je reviens à ça, mais elle est vraiment super importante. Là, actuellement, on a déjà des groupes de personnes qui sont mobilisées, qui représentent différents horizons. Puis l'horizon, je dirais, des milieux socio-communautaires, ils ont un apport quand même vraiment important. On a déjà des personnes qui sont sensibilisées ou qui sont impliqués, je dirais même, dans notre démarche. Et donc, ça nous permet. Puis l'important, vraiment aussi, fondamentalement pour nous, c'est d'aller voir les spécificités des différents milieux. Fait que systématiquement, dans nos démarches, on a tout le temps des gens qui représentent des organisations du milieu de l'environnement, du milieu du développement économique, forcément aussi, mais aussi du niveau développement social aussi. Fait que la combinaison on se concerte avec des acteurs de différents horizons,
combiné au fait qu'on a une expertise ici multidisciplinaire, je dirais que ce volet-là du développement social-là est vraiment très, très bien couvert, puis qu'il y a quand même une grande sensibilité pour nous à cet égard-là. C'est bon, merci. J'imagine que la personne qui a posé la question voudra peut-être te contacter si jamais. Sans problème, tout à fait. C'est bon. peut-être pas moi qui va directement lui répondre parce qu'on Oui. a vraiment une équipe formidable, puis on pourra rediriger vers les bonnes personnes, mais tu as tout à fait raison. C'est bon, parfait. Une autre question ici que je trouve particulièrement pertinente en cette ère financièrement contrainte. Compte tenu qu'il y a beaucoup des objectifs que vous désirez atteindre qui ne dépendent pas juste de la CN Québec, mais du comportement de ses citoyens, est-ce que vous considérez utiliser les outils là, de type éco-fiscalité ou de type carotte, bâton, etc., là, pour essayer d'inciter des changements? Donc, est-ce que c'est un sujet qui est abordé et considéré? Oui. Est-ce qu'on y réfléchit tout le temps? Dans le fond, c'est le nerf de la guerre, là, le financement, puis comment on arrive à le mettre en œuvre. À proprement dit, dans la stratégie de transition climatique, je dirais qu'on n'est peut-être pas encore rendu à cette étape-là. Là. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à construire. Ceci dit, on a des outils parallèles. Je pense entre autres de notre côté, nous, à la gestion des matières résiduelles. On a une compétence en la matière. On a des projets qui sont en cours aussi. Donc, on peut utiliser ce financement-là finalement pour mettre en place des projets pilotes aussi ou des campagnes de sensibilisation puis de mobilisation. Donc, on a déjà, je dirais, ces possibilités-là avec d'autres outils. On ne les a pas encore parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à construire, comme je le disais, en lien avec la stratégie. Mais c'est sûr qu'on l'a toujours, après ça, comme tu peux faire une stratégie, tu peux faire une planification stratégique ou un plan d'action, une feuille de route, mais comment tu arrives à la mettre en œuvre, puis comment tu arrives à ce que ça soit transposé dans les réalités terrain, surtout sachant que là, on veut avoir des changements de comportement. Il y a beaucoup de travail à faire. On n'a pas encore les outils précisément, mais ça me faisait penser, je dis changement de comportement. On travaille actuellement aussi sur des projets de changement de comportement, de quels sont les messages à véhiculer aussi. Fait qu'on est capable quand même, on a déjà même en fait des réponses à ce sujet-là, mais c'est comme concrètement pour la stratégie et la feuille de route, là, actuellement, il n'y a pas rien au niveau du financement sur la table, mais je pense pas qu'on peut faire cette réflexion-là sans aborder cette question-là. C'est beaucoup trop, c'est un grand défi. Au niveau des outils d'éco-fiscalité, là aussi, on a quand même différents programmes qui nous forcent à réfléchir. Il y a déjà des exemples aussi qui se font quand même au Québec, qui sont quand même assez inspirants aussi, puis pour lesquels on est déjà en contact avec quand même avec ces organisations-là. Je pense entre autres à la ville de Prévost, notamment, au niveau des mesures éco-fiscales aussi. Fait qu'on est déjà, c'est quelque chose qu'on suit constamment, mais de le mettre en application avec la stratégie, on n'est pas tout à fait rendu là. En tout cas, pour Ouranos et pour les gens là, qui sont particulièrement intéressés à l'adaptation, ici, ça va être un dossier quand même assez intéressant parce qu'il y a eu des expériences dans le passé, là, comme par exemple, je sais qu'à Percé, à un moment donné, il y avait eu une tarification qui avait été songée, mais là, malheureusement, ils ont perdu en cours à cause de la méthode pour récupérer les fonds afin de contribuer au financement de la promenade de la zone côtière là, qui avait été réaménagée puis pour lequel il y a des coûts. Les îles de la Madeleine ont procédé aussi comme ça, mais ont peut-être été plus stratégiques en étant plus larges dans ce genre de taxes et redevances là, qui est chargée aux touristes, je pense, qui se rendent là, puis qui servent à financer plusieurs activités, incluant les initiatives de recharge. En tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être un dossier aussi qui est assez prometteur pour la suite des choses, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va coûter cher, puis il y a toujours un défi là, de trouver le financement pour faire ces actions-là. Effectivement. J'ai encore, je ne sais pas, il n'y a pas de questions dans la salle. J'avais une question ici. Objectif quantifiable, on l'a vu. Il y a quelqu'un ici dans un chat que c'est trop petit, on n'est pas capable de lire la question, donc ça, c'est valeur. Moi, je vais en poser. Oui, vas-y, Anne. Anne, tu peux y aller. D'abord, je voulais juste amener une précision quand tu disais le lien entre la recherche et les travaux qui sont faits.
le projet que Charles-Éric a mentionné avec Chemin de Transition, je voulais mentionner qui était soutenu par Oranos, ce projet-là, c'est l'approche prospective d'adaptation, et qu'il va y avoir un suivi, une évaluation en continu, une évaluation pour vérifier comment cette approche va aider à favoriser l'adaptation. Voilà. Et puis j'avais peut-être une question pour Charles-Éric sur, tu as mentionné, Charles-Éric, que vous travaillez sur comment communiquer les messages pour faire changer les comportements. J'aimerais en savoir un peu plus sur qu'est-ce que vous faites, à quel type de conclusion vous êtes arrivé à ce niveau-là. Ouais. En fait, c'est que c'est un mandat qui débute. En fait, là, on souhaite faire dans le cadre de un plan de marketing social, essentiellement. Là. Donc, on travaille avec avec un expert en la matière, en fait, là, qui va élaborer différents messages, finalement, en lien avec les changements de comportement. Il est peut-être un petit peu plus associé à tout ce qui est, je dirais, réduction à la source, réemploi, donc même économie circulaire, là, mais dans les façons de convaincre, il y a quand même cette dimension-là que ça peut s'appliquer finalement aussi à tous les aspects de l'adaptation et aussi de la transition. Mais ça, c'est un mandat qui débute, là, je pense qu'on a une première rencontre la semaine prochaine, mais essentiellement, on veut quand même arriver avec la production d'un plan de marketing social. Donc, ça, c'est un premier volet sur lequel on a travaillé sur le changement de comportement. On a aussi travaillé sur le changement de comportement quand même dans les 4 dernières années avec un programme d'éducation relative à l'environnement dont un des éléments a été les changements climatiques aussi. On parlait de consommation responsable, on parlait de la protection de l'eau également. C'est un programme qui a été déployé dans plusieurs écoles du territoire aussi. Et donc, là, on travaille avec Québec ERE, pour ceux qui les connaissent, à justement aller un peu faire de l'éducation, de l'information ou de la sensibilisation selon c'était assez différent selon les types de thèmes qui étaient traités, là, mais l'idée, c'est qu'on allait aussi de l'avant de ce côté-là aussi, mais c'est toujours le défi, c'est toujours de bien cibler finalement les différents thèmes aussi, puis à quel type de population finalement on souhaite s'adresser. Il y a eu ces deux éléments-là auxquels je pense rapidement là, en termes de changement de comportement, mais certainement que le plan de marketing social va constituer une belle avancée à cet égard-là. Je vais profiter de la question d'Anne Blondelot ici pour un peu peut-être te relancer dans cette même direction-là. Dans ta présentation, tu parlais de l'importance de rejoindre l'ensemble des gens puis des groupes. Puis c'est sûr que quand on dit ça en adaptation, on pointe souvent vers les gens vulnérables qui sont un, plus à risque, puis deux, peut-être moins, ils ont peut-être moins le temps de s'attarder à ce genre de questions-là. Mais je me posais la question par rapport au fait qu'on est quand même dans le domaine des changements climatiques, puis il y a aussi quand même, bon, peut-être même particulièrement à Québec, là, il y a une communauté un peu plus sceptique autour des changements climatiques, où il y a des gens qui semblent pas vouloir en entendre parler plus que ça. Je me demandais si justement dans votre plan de marketing social, vous l'abordez, là, ce fait-là que on n'est pas aux États-Unis, là, heureusement, mais quand même, il peut y avoir une certaine distance là, entre les opinions des gens. Puis comment vous l'abordez, ce dossier-là? C'est une bonne question. Tu disais distance à l'heure, mais moi, j'aurais même utilisé le mot résistance même. Mais c'est une bonne question. Il y a tout un aspect, je pense, de s'assurer de ce qu'on voit et ce qui fonctionne. C'est de répéter ces messages-là, mais de répéter les messages puis de marteler les points qu'on veut faire comprendre. Ça implique des coûts quand même assez importants. Fait que il y a ça qu'il faut bien mesurer. Je pense aussi qu'il y a quand même un défi de s'assurer que les messages qu'on véhicule, ce soit quand même simple, de
de s'assurer que les gens, il ne faut pas que ça soit complexe, c'est dans les gestes à poser au quotidien. C'est sûr que oui, ça peut demander certains efforts puis certains ajustements, mais de faire comprendre aux gens que ça donne des effets, ça donne des résultats. Ce qu'on a observé aussi quand même, c'est que les gens, quand il est question des impacts financiers, donc qu'est-ce que moi, ça m'amène comme revenu ou comme coût évité, je vais dire, là, on voit que les messages percolent davantage et sont davantage sensibilisés. Fait que ça fonctionne quand même bien. Après ça, c'est sûr qu'au niveau, dans le programme d'éducation relative à l'environnement, c'est un peu ça l'objectif aussi, c'est que les changements de comportement, ou d'induire un nouveau comportement ou de venir préciser quelque chose auprès des jeunes, mais ça a un impact forcément à la maison aussi. Fait que ça fonctionne quand même bien de ramener l'information par nos jeunes citoyens. Fait que ce sont des éléments qui fonctionnent quand même assez bien, mais malheureusement, il y a comme pas, parce s'il y en a une, on ne l'a pas encore trouvé, là, mais il n'y a pas de recette tout écrite. C'est un peu ça l'objectif du plan de marketing social aussi, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui peut bien marcher puis bien fonctionner, puis s'assurer d'avoir quelque chose pour les prochaines années. En tout cas, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder, notamment le dossier de l'impact des changements climatiques. Peut-être que si les gens, par exemple, se font inonder leur sous-sol ou qui ont des dommages un peu concrets, peut-être que ça peut être une voie de passage pour réussir à parler d'adaptation sans interpeller d'autres résistances. En tout cas, suggestion comme ça. On lutte aussi quand même avec quand même des informations, des fois toujours qui sont pas tout le temps des informations exactes, j'ai envie de dire. On lutte aussi avec ça. C'est ça, je ne voulais pas le dire. C'est ça. La dernière question, je pense que ça va clore le webinaire, c'est est-ce que CN Québec participe à l'initiative Québec Capitale Climat, là, qui a eu son premier événement au printemps dernier, puis qui se veut un peu un effort structurant? J'ai l'impression que la réponse est oui, mais je te laisse répondre. La réponse, c'est oui. On avait d'ailleurs annoncé un engagement. On faisait partie d'une des 10 organisations qui avaient annoncé son engagement de faire une trajectoire, dans le fond, de carboneutralité. Donc, là, il y a eu tout de suite après, dans le fond, la stratégie qui a été adoptée par le Conseil. Puis l'objectif, comme je le disais, c'est qu'au cours des prochains mois, il y a aussi une feuille de route là, qui soit faite en la matière. Parfait. C'est une bonne nouvelle parce qu'à Montréal, il y a quelque chose de similaire aussi qui dure depuis plusieurs années, puis ça a été très structurant pour l'action climatique. Donc, on souhaite la même chose pour la région de Québec avec la contribution de CN Québec. Encore une fois, merci pour ta contribution à ce webinaire et bonne chance pour les nombreuses années de travail qui se pointent vers vous.